Oui, alors moi, j'ai rencontré Cécile Ladjali, en fait, à la Comédie du Livre, en fait. Et je suis arrivé avec un livre qu'on on n'a pas l'habitude de trop lui demander en dédicace, qui s'appelle Éloge de la transmission. Et du coup, ça a un peu accroché parce qu'elle était étonnée du choix par rapport à d'autres. Ça ne correspondait pas à son actualité littéraire du moment non plus. Voilà. Et on a engagé la conversation. Et je lui ai dit que je travaillais dans un centre de ressources illettrisme. Et bien sûr, j'avais vu une vidéo sur YouTube où elle était en interview avec le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme sur cette question-là. Et donc, on s'est dit que, ben voilà, on pourrait déclencher quelque chose ensemble. Bon, bien sûr, on a eu le confinement entre-temps, des péripéties, etc., mais je n'ai pas abandonné le projet. Et du coup, j'ai commencé à cheminer dans ces ouvrages. Donc, il y a quand même une œuvre considérable chez Actes Sud, hein, une quinzaine de romans à peu près. Hein. Un qui va nous faire la joie de sortir en janvier. Hein. Donc, elle va nous dire peut-être quelques mots. Voilà. Mais en tout cas, c'est prévu pour janvier. Et il y avait aussi des essais qui, moi, effectivement, me parlaient. Il me parlait parce qu'effectivement, il abordait à la fois la question des publics en fragilité avec les savoirs de base, mais aussi la question de qu'est-ce qui se passe quand on passe aussi d'une culture à une autre, quand on entre dans une autre langue, quand on commence à rentrer dans des choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque je m'occupe des deux sujets. Hein. Donc j'ai pu cheminer comme ça à travers des essais comme Mauvaise langue, comme Éloge de la transmission, Illettré bien sûr. J'avais déjà vu le téléfilm très, très beau, hein, fait avec notamment Annie Cordy, qui a un rôle extraordinaire dedans. Et puis je me dis, mais mince, quand même, le téléfilm n'est pas du tout comme le livre. Mais elle va nous raconter l'anecdote peut-être sur ce livre, parce que ça finit pas de la même façon. Mais voilà. Et donc, moi, je ne peux. On a amené des livres, hein, d'ailleurs, on vous présentera des livres, hein, bien sûr, de Cécile et Ladjali. Et puis moi, je pense que c'est quand même assez intéressant de se plonger dans cette œuvre qui à la fois se préoccupe de la question de la transmission des choses, et c'est sous-jacent un petit peu dans l'œuvre, et surtout du poids du langage également. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé. Et comme parallèlement, dans une autre vie, je suis écrivain également, cette question du poids du langage, elle m'intéresse beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est une bonne présentation de Cécile Ladjali, mais, mais voilà, c'est une façon de commencer. Et voilà. Merci Stéphane. Alors je vais présenter dans un premier temps, donc nous avons 5 élèves qui ont eu la gentillesse de venir lire donc des extraits de l'œuvre de Cécile, donc Mauvaise langue mais d'abord Illettré. Ces élèves viennent, alors certains d'un tout petit peu loin, de Pézenas, ville de Molière quand même, et ils sont là ce matin. Nous avons donc Margot, peut te lever peut-être Margot, la Benjamine, voilà, le collège Jean Bel, en classe de 3e. Nous avons en seconde, alors nous avons 3 élèves de seconde. Alors, aussi à Pézenas, Baptiste, qui va lire le premier. Baptiste. Oui, lève-toi, Baptiste. Ouais. Bravo. Nolan, qui est au lycée Mendes France, à quelques très près d'ici. Et Camille aussi. Ils sont dans la même classe. Voilà. Et la plus grande, en terminale, c'est Elsa. Merci à vous. Alors, ce sont des champions, hein, tous les 5, vous allez voir, ça va être un grand moment. Alors, pour démarrer cet entretien avec Cécile Ladjali, on a pensé qu'une petite lecture de Mauvaise langue et de l'art de la conversation, c'était le choix de Baptiste, serait en fait une belle introduction. Baptiste, tu peux venir. Tu préfères le micro, le mien, ou celui-ci, comme tu veux? Voilà. C'est un professionnel, hein, moi je le laisse faire.
se monte ou... Pardon. Okay. C'est ça quand on est trop grand. Vous voulez que je lise directement ou... Bah oui. Ok, pas de problème. Donc je vais vous lire un extrait de Mauvaise langue de Cécile Ladjali. Cet art de la conversation s'est développé dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, puis à l'époque des Lumières, dans les salons et les hôtels particuliers tenus par des femmes. Il contribua à l'émergence d'une civilisation du loisir et du luxe, émaillée par des jeux d'esprit, par des jeux de mots, par une parole qui confinait au chant. Pas de pédanterie, mais le désir simplement honnête de trouver le mot juste et naturel, le plus conforme possible au sentiment du moment. L'énoncé se devait d'être le calque d'une conscience qui se livrait pour le plaisir de se dire et de se faire connaître. La relation à l'autre, ainsi qu'à la parole de l'autre, était une promesse. Promesse d'un langage, vif comme l'eau qui coule, ou la musique qui chante sous le kiosque d'un parc. Époque bénie, où l'on multipliait chez soi les représentations théâtrales, les concerts privés, les lectures à haute voix. Et pourquoi ne pas faire la même chose à l'école? Qu'interviennent acteurs et musiciens, que jouent les mimes, que dansent les danseurs et que chantent les choristes. C'est au fond si facile et si indispensable à tous, élèves comme professeurs. L'art de la conversation n'avait d'autre intention que de faire bruire l'esprit. Toute notion fastidieuse, grave et sérieuse relative à la politique ou à la société était bannie de cette parole enchantée. Il faudrait revenir au luxe d'un langage ne trouvant sa beauté que dans son absence momentanée de relation avec la circonstance. Non pour faire des élèves des autistes démunis qui, une fois sortis de l'école, n'auraient aucun repère dans le monde, mais au contraire, pour nourrir les enfants au moyen d'un langage généreux, leur permettant d'y évoluer serein. Merci beaucoup, Baptiste. Oui. C'est toujours très émouvant. Allez-y. C'est d'autant plus émouvant que je ne me souvenais plus du texte. Et merci de me l'avoir fait entendre à nouveau. Je me rends compte que je radote parce que le roman qui va sortir en janvier évoque justement cette importance de la conversation et des dialogues authentiques qui sont extrêmement rares. Donc, de livre en livre, je raconte toujours la même chose, j'ai l'impression, mon Dieu. Mais je crois qu'on est très monotonique. Hein. C'est Proust qui disait ça, que au fond, on écrivait toujours peut-être le même livre, hein, les formes changent, mais le propos reste là. Et cette importance de la conversation, de la rencontre authentique avec l'autre, elle est cruciale. Et ce que votre lecture m'a rappelé, et cette chose à laquelle je crois très fort, c'est que à un moment donné, la classe doit être une espèce de sanctuaire où les artistes, effectivement, vont rentrer, vont échanger avec les enfants. Et il faut que ce sanctuaire soit un lieu déconnecté de la circonstance, de tout le brouhaha extérieur, de toutes ces choses vulgaires qui nous acculent, qui nous assomment, qui nous écrasent, pour que se passe quelque chose d'unique dans ce lieu qu'est la classe. Cet échange avec les mots, avec la poésie, avec la beauté, ça va renforcer les consciences. Et à aucun moment, il est question, puisqu'on est coupé du monde extérieur, on a coupé le son, il est question de fabriquer des autistes, des jeunes qui vont être incapables de trouver leur repère dans le monde une fois qu'ils seront sortis de la salle de cours. Non, bien au contraire. Moi, je suis persuadée que
c'est quand on fait l'expérience de l'altérité, quand on nous parle de choses auxquelles on n'est pas habitué, dont on n'a jamais entendu parler, la poésie, l'idéal de l'honnête homme, toutes ces choses qui semblent très loin de nous, c'est quand on est confronté à l'altérité, qu'on est plus que jamais conscient de qui l'on est et qu'on peut revenir à nous-mêmes avec sérénité, avec force et sortir de la salle de cours et pouvoir dire le monde, déchiffrer le monde et affirmer haut et fort qui l'on est, avec des mots qui sont tout personnels cette fois-ci, parce qu'on est capable de l'être grâce à cette manne qui nous a été offerte par les artistes. Et c'est absolument indispensable de pouvoir dire qui l'on est, d'affirmer ce que l'on veut, pour être fier de soi, pour être libre, et surtout que personne ne prenne la parole à votre place, ne pense à votre place, ne vous écrase d'une pensée qui pourrait ne pas être la vôtre. Et donc c'est dans la salle de cours qu'on se renforce, qu'on apprend à être libre. Et paradoxalement, avec des propos, avec un univers, avec une esthétique qui semble très différente du monde tel qu'il est là aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est la condition pour justement mieux épouser le monde et mieux retrouver le monde une fois qu'on sera sorti de la salle de cours. Donc on les invite à faire des choses un peu bizarres, hein, ces enfants. Et difficiles, mais c'est le plaisir du métier aussi. On a prévu une batterie de questions, on oui, va alterner, Stéphanie. On va le faire en toute convivialité, et même si on en passe à la trappe, on en passera à la trappe. Mais j'ai une question assez simple, en fait. Comment est né ce projet de Illettré? Comment est né ce projet? D'où il est venu, ce projet-là? Parce que c'est un ouvrage fort, quand même, hein. Alors, alors, je suis une mitraillette, hein, je parle trop et trop. Donc, il faut que je réponde vite ou j'ai du temps, voilà. Alors, il est venu d'un échec éditorial. J'avais écrit une espèce de remake de Tristan et Iseult que mon éditeur trouvait nul. C'est la seule fois qu'il m'a dit non, si, on va pas publier ça, c'est pas bien. Et j'étais dégoûtée et j'avais en tête un autre sujet que m'avait soufflé à l'oreille François Duperron, le réalisateur merveilleux qui nous a quittés il y a quelques années de cela et à qui j'ai dédié mon livre Illettré. Il est dédié à François Duperron. Et d'ailleurs, le personnage cinéaste du livre qu'on voit dans la deuxième partie du bouquin qui s'appelle François, chez Mal embouché, tout ça, en train de râler, c'est François. Hein. Et François m'a dit, mais écoute Cécile, je comprends que tu sois embêtée avec ton Tristan et Iseult qui a été refusé là. Tu devrais écrire sur l'illettrisme, hein. C'est une bonne idée. Hein. Tu sais, moi j'ai été élevée par un beau-père qui était quasi illettré. C'est un vrai sujet romanesque et puis un sujet social, humain très très fort. Et je trouvais que l'idée était formidable. Donc c'est né d'une conversation avec ce grand monsieur qu'est François Duperron. C'est lui qui a fait le film La Chambre des officiers que vous avez peut-être vu sur les gueules cassées, voilà, entre autres. Drôle d'endroit pour une rencontre aussi avec Catherine Deneuve et Depardieu, je crois. Oui, c'est lui. Donc souvent c'est l'idée d'un livre, c'est un dialogue passionné avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et un artiste qu'on admire, et c'est ce qui s'est passé. Et puis c'était aussi la rencontre avec, au même moment avec un éditeur qui a une très très belle revue, assez confidentielle, mais très très luxueuse, qui s'appelle la revue Conférence, qui est une merveille de beauté et d'intelligence philologique. Voilà, c'est tiré à très peu d'exemplaires, mais il y a des poèmes, il y a des textes rares de philosophes, et il y a aussi des photos en couleur de peintres, de photographes. Bon, bref, la revue Conférence, qui est dirigée par Christophe Caro. Et Christophe Caro consacrait un de ses numéros d'automne 2014, je crois, à la question justement de la parole, du langage. Et il m'a commandé une petite nouvelle que j'ai appelée Léo des limbes. Vous savez, les limbes, c'est
avant les cercles de l'enfer de Dante. Hein. Les limbes, c'est là où vont les âmes des enfants qui n'ont pas été baptisés. Ils ne peuvent pas aller au paradis parce que voilà, ils n'ont pas été baptisés. Donc c'est une espèce d'endroit où on flotte et où on attend et où on s'ennuie, je pense beaucoup. Et donc mon personnage, Léo des limbes, eh bien, je l'ai offert à un premier éditeur, Christophe Caro, pour la revue Conférence. Et c'était une petite nouvelle vu le format de la revue, d'une vingtaine de pages à peine. Et c'était l'histoire de Léo, à ceci près que Léo tombait amoureux, son histoire d'amour, elle fonctionnait. Et puis en plus, à la fin, il connaissait l'amour et puis le succès, puisqu'il réussissait, il apprenait, il réussissait à lire et à écrire. Et il restait vivant, surtout. Et donc ensuite, suite à ma discussion avec François, je parle à mon éditeur de ce nouveau projet de faire un roman, c'est-à-dire de développer cette nouvelle pour en faire un texte plus long, donc un roman pour Actes Sud. Et mon éditeur dit « Ah bah ça c'est mieux que Tristan et Isolde, c'est une bonne idée. » Et on y va. Et donc je m'y colle et... Premier retour, quand je rends le manuscrit de mon éditeur, Bertrand Pi me dit « Bon, écoute Cécile, ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout. Tu peux pas écrire ce que t'écris sur le langage, l'importance des mots, le salut par l'art, la capacité qu'on a à prendre une distance par rapport au réel, parce qu'on est en possession des métaphores, des symboles, voilà, pour ne pas être broyé par le réel, on a le langage figuré. On est capable de mettre ce réel à distance grâce à l'art, grâce à la musique, grâce à la peinture et grâce à un langage maîtrisé, bien souvent. Donc tu t'écris ça dans tes essais sur le langage, tu dis ça à travers tous tes romans, parce qu'il n'est pas toujours question d'écrivain, mais de métaphores de l'écrivain, comme d'un peintre, comme d'un musicien. À chaque fois, il est question du salut par l'art, de livre en livre. Donc je vous dis, j'écris toujours le même livre. Donc il me dit, tu peux pas écrire des trucs comme ça et croire qu'un gars comme Léo puisse s'en tirer. C'est pas possible, ça marche pas, c'est niais, c'est mauvais. Alors, tu vas te débrouiller pour que ce livre se termine mal, ce sera tragique, ce sera nocturne, ce sera âpre, mais au moins ce sera bon, quoi. Je dis oh d'accord. Donc un matin je me réveille, je dis bon bah il faut que je tue mon personnage. Voilà, et c'est la puissance de l'écrivain. On a au moins cette illusion là d'être un peu un démiurge. Il y a certains matins vous vous réveillez, vous vous dites bah voilà, aujourd'hui je vais tuer mon personnage. C'est étrange comme sensation de puissance, mais on se donne les sensations de puissance qu'on peut. Et donc voilà, bah, je décide de tuer Léo parce que en fait il n'a pas les mots, il n'y a pas de salut possible, et il se rend compte que l'existence sans le langage est un leurre, et il se laisse mourir. Et son histoire d'amour avec Sibylle ne fonctionne pas du tout, parce qu'elle en a marre d'un gars comme lui, elle l'aime, et à la fois elle a honte de lui. Donc ça se termine très mal, et mon éditeur voit le livre ainsi achevé, et il dit « Ah, c'est bien, tu as déniaisé ton roman. » Il me fait rarement des compliments, bon, ça m'aime beaucoup, hein, mais il pointe ce qui ne va pas, il passe pas à la brosse à reluire, c'est pas son genre. Tu as déniaisé ton roman, là ça marche, ça fonctionne. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'effectivement, là c'est des trucs d'écrivain que je vous donne. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'écrivain, c'est pas tant l'histoire qu'on raconte que la qualité du langage et la force poétique. Et dès lors que j'ai fait basculer dans le nocturne et le tragique la fin du roman, à l'échelle de toute la prose romanesque, le livre est monté en puissance. Et mon éditeur a eu raison, parce que quand on change la fin, évidemment, on change aussi le début et le milieu, et un tas d'endroits comme ça, cruciaux du roman et de la trame narrative. Et le livre est devenu 10 fois meilleur, quoi. Je ne sais pas s'il est bon, en tout cas, il était avant 10 fois plus nul. Hein. Donc c'était un bon truc d'éditeur. Moi, j'ai été contente aussi du résultat. Et après, bah, j'ai eu la gêne lors de rencontres comme celle-là, où je présentais mon livre, de rencontrer des lecteurs qui venaient après la rencontre m'engueuler en me disant « Mais pourquoi est-ce que ça se termine comme ça ? Pourquoi vous l'avez tué ? On l'aimait bien, Léo ?» Et je leur expliquais exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Les écrivains cherchent avant tout la justesse poétique, la force littéraire, plus que le salut de leur héros, bien sûr. Cette liste est terrible, elle est vraiment terrible. Et donc, on a déjà
quelques informations sur la construction des personnages et on voit bien l'emprunt à l'univers, à la littérature, aux arts d'une manière générale et au patrimoine en particulier. C'est vrai que Tristan Iseut résonne beaucoup. Comment, Léo, bon, c'est un personnage qui n'a pas les mots. Comment vous êtes-vous documenté pour construire ce personnage, donc, et en complémentarité avec les aspects symboliques d'ailleurs sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir? Voilà. Est-ce qu'il y a une part documentaire? Est-ce que vous êtes allé creuser comment? Le métier d'écrivain, c'est ça aussi. On pense bien évidemment à Zola. Voilà. Comment avez-vous procédé? Alors, je vais peut-être vous décevoir ou vous scandaliser. J'ai pas été une très sérieuse en tant que chercheuse spécialiste. Si je l'avais été de l'illettrisme, je ne le suis absolument pas. Je suis avant tout écrivain, quand j'écris un roman, et je travaille avec ma subjectivité d'écrivain et ma capacité, que j'espère aiguë par moment, à observer et à ressentir le monde. J'avais écrit il y a longtemps un roman sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Louis et la jeune fille, et j'en parlais avec mon ami de chez Actes Sud, Laurent Godet, qui a écrit ce très beau livre sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Cri, justement, et je lui disais, bon, voilà, mon bouquin, peut-être qu'il n'est pas super, tu sais, moi j'ai jamais été poilu dans une tranchée, et c'est Laurent qui m'a dit, mais t'inquiète Cécile, nous les poètes, on a des antennes, et parfois on sent et on devine mieux les choses que les spécialistes. C'est lui qui m'a dit ça, donc ça m'a donné une espèce de caution et d'autorisation à m'engouffrer dans un sujet pour lequel j'étais pas complètement légitime. Je donnerai dans un instant le sens de ce complètement, pas complètement, parce que je le suis quand même un peu. Mais avant tout, c'est ma sensibilité et mon empathie par rapport à l'autre et à mon prochain qui m'ont guidée. Je pense aussi que quand on écrit un roman, faut pas l'encombrer de notes de bas de page. Faut être libre et laisser sa conscience courir pour justement avoir les bonnes intuitions, aller dans les bons secteurs de la conscience et de l'imagination pour que justement les mots fassent mouche et qu'il y ait littérature et qu'il y ait poésie. Si je m'étais trop documentée avec la littérature sociologique sur le sujet, des statistiques, je serais tombée dans les choses trappes du trop plein de savoir, et ça aurait lesté mon texte, et je pense que littérairement j'aurais raté mon coup. Dans ces cas-là, je fais une thèse de doctorat sur l'illettrisme, j'écris un essai, mais c'était pas mon propos. Je pense que la littérature, par son pouvoir d'incarnation, elle fait voir, elle fait entendre mieux qu'un article scientifique un propos. Et donc, avec ça, je suis assez décontractée. Je me disais, peut-être que grâce à un roman, je vais et puis c'est le seul moyen dont je dispose, parce que c'est la seule chose que je sais faire, peut-être que grâce à un roman, je vais parler correctement de ce fléau invisible qu'on appelle l'illettrisme. Donc, je me suis pas tant renseignée que ça. Après, je suis pas complètement ignare dans la matière. C'est parce que ça fait 25 ans que j'enseigne. Et j'ai longtemps enseigné en Seine-Saint-Denis. J'enseigne actuellement à Paris à deux endroits, dans le supérieur et encore au lycée. Et la plupart de mes lycéens sont handicapés, c'est-à-dire autistes Asperger ou malentendants. Ils lisent sur les lèvres. C'est pour ça qu'il faut que j'articule extrêmement bien, parce qu'ils lisent sur mes lèvres. Ou multidys, dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, tout ça. Donc, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination. Mes élèves ne sont pas en situation d'illettrisme. Mais évidemment, vous pouvez deviner qu'ils sont, avec le langage, quand même plus empêchés que les autres. Et si je pousse le curseur un peu plus loin, je peux imaginer ce qu'est l'illettrisme, parce que j'ai déjà des échantillons du problème dans ma classe. La difficulté à orthographier correctement quand on est dyslexique, des problèmes de troubles de l'attention, etc. Des problèmes pour s'exprimer quand mes élèves malentendants, sourds, parlent, et ils n'entendent pas les syllabes
qu'il prononce. Donc ça donne des choses très très étranges. Et donc je suis au quotidien plongée dans une espèce de tourbillon comme ça, avec les idiosyncrasies de chacun, les problématiques liées au langage de chacun. Et là, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination pour inventer après un roman sur l'illettrisme. Donc chaque élève m'a un peu inspirée pour venir construire cette chimère, ce personnage composite qui est Léo, si vous voulez. Et par rapport à cette histoire de l'imagination, je peux vous dire que moi-même, comme beaucoup de mes collègues écrivains, souvent de l'imagination, on n'en a pas du tout. En fait, on observe le monde, on est des espèces de rayons X comme ça, et on écrit à partir de ce qu'on voit. Il est évident que vos présences ici, les couleurs de vos suites, les mots qu'on va échanger au cours de la journée, tout ça, ça va s'imprimer quelque part dans mon cortex et ça va ressurgir dans un roman. Mais je n'invente absolument rien. Le réel, ça profondeur, sa puissance me suffit pour créer. Et le travail de l'écrivain, c'est cette capacité à observer et à rencontrer l'autre, à celui qui n'est pas comme nous. Voilà, je suis pas illettrée et ça m'intéressait d'inventer une fiction sur quelque chose, sur un thème, sur un personnage qui pouvait me tourner complètement le dos. J'aime beaucoup ces gageures-là en littérature, choisir des sujets qui sont assez éloignés de moi, voire très éloignés de moi, pour pas tomber dans l'écueil de l'écrivain qui piétine sur des plates-bandes qu'il connaît trop bien non plus, et pour pas me regarder écrire, vous voyez, toujours me malmener, bosser, aller vers des sujets qui sont âpres. Et voilà, l'illettrisme, c'est pas quelque chose que je vis profondément, personnellement. Même si, je dois l'avouer ici, ça fera sourire peut-être des élèves. Je me suis bien rattrapée après dans le supérieur, mais je suis une ancienne très mauvaise élève. Et j'étais plus ou moins en échec scolaire dans le secondaire. Et la honte qu'on peut éprouver face au maître, face à une institution qui sait et qui vous regarde de haut en vous disant « toi, tu ne sais pas, tu ne feras rien », ça, cette honte-là, je l'ai ressentie. Et je pense que cette espèce de niaque que j'ai aujourd'hui, et je pousse le vice quand même jusqu'à faire cours à des élèves qui sont sourds et qui m'entendent pas, vous voyez, cette espèce de passion, d'hystérique même j'ai pour la chose transmise, hein, transmettre, elle est le résultat de ces années à galérer, à être malheureuse en fait dans les salles de cours. Hein. C'est une sorte de revanche. Voilà, et je pense que si vous creusez bien, tous les écrivains choisissent d'écrire parce qu'il y a une faille, il y a un truc qui ne va pas. Si tout allait très bien, on n'écrirait pas. Donc voilà, en fait, Léo, je le comprends aussi. Hein. Je vais te passer le micro, mais d'abord je vais demander à Nolan de nous conduire. Alors la part un peu sombre de votre roman et un peu tragique va nous conduire au cimetière, qui est un endroit où Léo se rend souvent. Alors je vais vous lire la partie que je dois lire, Cimetière de Saint-Ouen, et je vais vous expliquer la situation qu'a Léo envers Sibylle. Ça fait combien de temps que tu es là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Essaie de lire les noms sur les tombes. Il y en a des faciles. À quoi ça rime, Léo? Je m'entraîne pour lui faire plaisir. Tu penses encore à Sibylle? Quand je la vois, c'est comme si la mémoire me revenait, comme si j'étais rattaché à quelque chose, un point solide, fixe. Et puis j'aime bien les cimetières. Les mots des cimetières, ils sont modestes. Je te comprends. Non, tu comprends rien. Si je t'assure, pas de problème avec le voisinage, des résidents discrets. Ta gueule, oh mais monsieur n'est pas causant non plus. Tiens, le gardien, il va te chier une pendule. Si tu déguerpis pas, de sur ce caveau. La maison d'amour, ça se respecte. Et puis celle-là, elle est fragile avec sa couronne en porcelaine et l'ange qui fait chute dans sa boule de verre. Le gardien, il me voit pas, il me voit jamais.
Je suis pas un type qu'on remarque. Alors moi, je vais te dire qui tu es. Un salopard de dépressif, toqué, analphabète, qui va aux putes et parle aux morts parce qu'il n'est incapable de dire à son amoureuse ce qu'il doit lui avouer. Ne me juge pas. Tu ne m'as jamais aidé. Tu te contentes de commenter mes actes. Tu te vautres dans mon ombre. Tu es le filet de salive de mon bégaiement. Je me fiche pas mal de tes avis. Si je n'étais pas là, tu serais encore plus seul. Je le suis pas. Tu plaisantes? Tu viens de cueillir les pissenlits entre deux pierres tombales. Tu parles dans le vide en pensant à une fille qui sait à peine qui tu es et tu as le culot d'insinuer que ta vie mondaine vaut le coup? N'importe quelle vie vaut le coup, même celle d'un raté comme moi. Tu viens de connaître que le seul garçon lui-même ne te voyait pas comme tu t'asseyais sur ses tombes. Mes rendez-vous avec la mort sont discrets. J'ai pas besoin de spectateurs quand je regarde dans cette direction. Laquelle? Là-dessous sur la terre, là où l'on se retrouve tous un jour, à égalité. Oui, mais justement, par rapport à ces passages et ces moments qui ponctuent là au cimetière de Saint-Ouen, même si on sent des difficultés avec les mots, on constate, et je l'ai vu dans un autre film qui s'appelle Au pied de la lettre, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Marianne Bressy, que les publics qui sont en situation d'illettrisme sont beaucoup en dialogue avec eux-mêmes. Et tout le film de Marianne Bressy, d'ailleurs, on entend constamment la personne se parler à elle-même. C'est extraordinaire. Et comment vous est venue cette idée et qu'est-ce que ça traduit du personnage de Léo finalement, ce monologue constant, enfin, ou ce dialogue avec lui-même, voilà. Alors, ce que ça dit de Léo, ça dit qu'il est extrêmement seul, qu'il n'a pas d'interlocuteur rêvé, choisi. Il aimerait parler plus avec son amoureuse, mais son amoureuse le méprise de plus en plus. Et donc, il va, c'est son truc, s'asseoir sur les pierres tombales et il dialogue avec lui-même. Donc, bravo pour votre lecture, parce que ici, c'est un seul personnage qui parle, Léo, mais sa voix est scindée. Hein, il est presque dans une situation schizophrénique. Il parle à son moi, à son double, qui sans arrêt le renvoie dans les cordes en lui disant qu'il est un raté, qu'il est même pas capable de dire à son amoureuse qu'il l'aime et que quand il a à s'exprimer, il monologue, il soliloque comme ça sur les tombes et que c'est lamentable. Donc ça dit la solitude du personnage, son immense déréliction. Et puis, il y a quand même des indices que moi je sais, j'ai pas complètement tranché par rapport à mon intention, mais je m'étais posé la question de savoir si Léo, depuis l'incipit, depuis la première page, on pouvait pas le considérer comme un fantôme, comme un mort déjà, qui traverse comme ça la fiction, puisque ma thèse, mon idée, c'est qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas les mots. Ce serait une sorte de spectre, de personnage un peu transparent comme ça. Et je fais dire au double de Léo, qui lui tient le crachoir, mais regarde, quand tu viens t'asseoir sur les tombes, c'est Léo qui dit ça à son double, de toute façon je peux m'asseoir sur les tombes parce que quand je viens ici, même le gardien, il ne me voit pas. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Même le gardien, il ne me voit pas. Est-ce que Léo serait invisible? C'est une façon de lire le livre. On peut considérer que Léo, depuis le début, en fait, je vous balade, je vous fais croire qu'il existe, mais en fait, il est mort. Il est déjà mort. Voilà, il est déjà mort au monde et à lui-même, à défaut de mots. Donc, voilà. Et puis après, ces intermèdes qui sont des petites pièces de théâtre ou des poèmes en prose, comme on veut. Moi, je ne crois pas au genre en littérature. Pour moi, tout est dans tout. Et la bonne littérature, c'est quand tous les genres littéraires se retrouvent. Et voilà. J'aime bien effacer les frontières, souvent. Ces intermèdes qui arrivent à intervalles réguliers dans le roman, c'est-à-dire ces moments où Léo nous dit sa solitude en s'asseyant sur les pierres tombales et en essayant de déchiffrer le nom des tombes et en parlant avec son double, ces moments étaient pour moi des moments possibles de pure poésie. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte pour un écrivain avant tout, c'est, quel que soit le sujet, même s'il est important comme l'illettrisme, ce qui compte le plus pour un écrivain, c'est d'écrire correctement. Ça, c'est moi, mon premier personnage, c'est le langage. L'histoire, je vous dis, c'est presque contingent. Et là, j'étais techniquement confrontée à un truc terrible avec illettré. C'est que j'étais obligée de couper le son.
Vous avez remarqué, c'est un peu pénible, je parle beaucoup, je parle trop, et quand j'écris, c'est encore pire. J'ai une écriture plutôt boursouflée, plutôt baroque, j'ai pas une écriture très classique, très lisse, très minimaliste, j'écris pas, et j'aimerais bien, hein, comme Duras, hein, avec des phrases blanches, toutes simples. C'est plutôt un peu... Il y a des gens qui aiment pas, hein, peut-être un peu empoulé, mon écriture. Et là, puisque je suis une narratrice omnisciente, mais que je dois quand même m'effacer et faire évoluer mon personnage dans un contexte narratif qui lui ressemble, j'étais obligée de couper le son. Je pouvais pas être la prof de français derrière qui expliquait, qui commentait avec des mots et des phrases très compliquées comme j'ai l'habitude de faire, ce qui était en train d'arriver à un type complètement dénué de vocabulaire, incapable de déplier une syntaxe pour aller jusqu'au bout d'une idée. Donc il fallait qu'il y ait une homogénéité d'ensemble, une parole très simple chez lui, c'est normal, il a très peu de mots, et puis même le narrateur omniscient que j'étais, il fallait faire ma gueule, quoi. Il fallait pas que je parle trop. Et donc je me suis dit, mais c'est la littérature qui va en pâtir, ça va être pauvre. Donc il a fallu que je trouve un truc pour dire les choses à l'os, à minima, mais que ce soit poétiquement pas mal quand même. Hein. Et bah, ces petites scènes, toutes simples, où Léo dialogue avec lui-même, c'est des scènes qui sont... très épurées, ce sont des épures, mais à la fois, j'espère, qu'elles sont poétiques et littérairement pas ratées. Voyez, donc voilà, j'ai truqué le truc. Vous savez, c'était Cocteau qui disait au sujet du roman et du réalisme, soi-disant, du roman, que c'était le genre roman était un mensonge qui disait toujours la vérité. Tout est truqué. Il faut que je vous donne l'impression de l'illettrisme, l'impression du réel avec son âpreté, avec voilà cette souffrance de Léo. Mais derrière, il y a des ficelles, il y a un travail, une réflexion littéraire qui est insensée. Hein, après, je suis pas juge de moi-même, je ne sais pas si c'est réussi, c'est au lecteur de le dire, mais il y a tout ce travail pour vous donner l'illusion, l'impression de quelqu'un qui a pas les mots et un contexte où tout est vide aussi, puisque ce vide accompagne cette absence de langage chez lui, mais ça doit rester de la littérature. Par respect pour vous, qui allez me faire l'amitié de me lire, je peux pas vous livrer un livre, je peux pas écrire comme une illettrée, vous voyez, je suis obligée d'essayer d'écrire un bon roman. Donc là, c'était très très compliqué de faire acte littéraire, œuvre littéraire, avec un sujet comme ça, qui aurait pu me tirer vers le bas, quoi. C'était étrange, mais bon, c'est un exercice intéressant. Encore une fois, ce truc qui vous oblige à bosser, quoi. Merci beaucoup. Alors, je suis d'une certaine génération qui a connu le service national. Margot ? Ça revient sous une autre forme. Et maintenant, ils ont compris comment ça marche. Il ne faut pas leur expliquer très longtemps. Hein. C'est Baptiste qui a essuyé les plâtres, mais maintenant, ça y est. Après le déjeuner au réfectoire, rien mangé, seulement fourré dans ses poches des biscuits sous vide prévus pour le dessert. Il suit les appelés jusqu'à la baraque aménagée pour la composition. Il s'agit d'un test écrit de français et de calcul. Quand on lui distribue le questionnaire, il est pris de vertige. Il ne comprend évidemment rien aux phrases qui couvrent les pages agrafées entre elles. Rien à l'exercice de mathématiques proposé aux jeunes recrues, qui ont toutes commencé à écrire, à l'exception de 2 ou 3 individus devant se trouver dans la même situation que lui. L'épreuve dure 1 heure. Il observe le spectacle navrant d'une danse macabre, celle des cygnes morts, qui forment une ronde cruelle, comme celle qu'inventent les enfants méchants dans les cours d'école pour humilier un camarade. Les mots chenappants sont pleins d'acrimonie acide. Ils brûlent les pupilles de Léo, qui se retient de pleurer. Face au match, il abandonne immédiatement la partie, préférant garder ses forces pour l'exercice d'écriture. Il fore les strates les plus profondes de sa mémoire pour en exhumer les mots oubliés. L'exercice est harassant et sans aucun rapport avec la rédaction proposée, un sujet de composition sur le rapport de soi à l'autorité.
mais il parvient à tracer de la main gauche une suite de lettres capitales sur les lignes qui strient le vide de la feuille. Ces quelques signes ne suffisant pas à remplir l'effroyable surface blanche de la copie, il y ajoute celle de ses noms et prénoms, puis celle d'Iggy, et enfin le nom de la coopérative bio, brodé au nom du polo de l'appelé assis devant lui. La vie claire. Estimant qu'il manque encore quelques caractères, il glane sur la trousse de son voisin ces mots écrits au Tipex. All Blacks. Quand il tend sa rédaction au militaire chargé de moissonner les productions, celui-ci réprime un sourire devant l'enfilade pêle-mêle de majuscules tremblantes. Revenu au préau, il grignote les biscuits rapportés du réfectoire. Aucun goût. La pluie tombe drue sur la tôle ondulée du toit. On vient le chercher. Convocation sur le champ dans le bureau de l'adjudant Morel. L'homme est petit, replé. Une épaisse moustache rousse dissimule mal un bec de lièvre. Il s'adresse à Léo sur un ton parfaitement courtois. Seconde classe, les exercices de composition française et de mathématiques effectués nous signalent que votre maîtrise de la langue et du calcul est problématique. Je sais, monsieur. Avez-vous été scolarisé? Oui, jusqu'à l'âge de 13 ans. Lire, écrire et compter ont toujours été difficiles pour moi. Et puis ensuite, à l'usine, j'ai tout oublié. Jeune homme, vous êtes réformé. Mais je suis apte. L'illettrisme ne compte pas, en effet, pour une inaptitude. Mais on m'a rapporté que vous étiez handicapé de la main droite. Un accident à l'usine. Pourquoi n'en avez-vous pas informé le ministère? Il fallait leur écrire. Je vois. Alors comprenez que votre handicap physique, venant s'additionner à vos soucis de déchiffrage, me conduit à vous déclarer inapte. Rentrez chez vous. J'en connais qui aimeraient bien à votre place. J'en connais qui aimeraient bien être à votre place. Qu'est-ce qu'il en sait, cet idiot? Léo donnerait n'importe quoi pour être comme les autres. Ils sont tous impressionnants. Hein. Merci encore. Je vais revenir sur le thème de l'invisibilité. Et il y a quelques années, on avait fait en académie un travail justement de prévention, on va dire un kit de prévention contre l'illettrisme. Il y en a un qui a été publié en 2013. On a retravaillé dans ce domaine-là. J'avais demandé à la rectrice, c'était Béatrice Gilles à l'époque, de le préfacer, en fait, le copréfacer plus précisément. Et donc j'avais cité des vers de Virgile. Le vers de Virgile, ils allaient obscurs sous la nuit solitaire. C'est une magnifique définition de l'illettrisme, bien avant que le problème soit posé, parce que Virgile se moquait complètement de cette question-là, bien évidemment, et il parle d'autre chose. Alors, sans transition avec cette question-là, mais quand même sur la valeur symbolique qui parcourt beaucoup vos personnages, j'avais envie de vous interroger sur cette question-là. Bon, on a Sibylle, bien évidemment. Sibylle, c'est aussi celle qui conduit Énée dans les enfers, hein, bien évidemment. Donc, c'est le personnage de l'amoureuse. Mais il y a Bébel, il y a François, on en a parlé déjà. Voilà. Quelle est la part donc dans la création littéraire qui aboutit à Illettré, donc la part de symbolique, pas de symbolisme, que vous introduisez? Alors, je me suis... Surtout sur ces personnages. Sur ces personnages, voilà, c'est bien de me rafraîchir la mémoire, parce que c'est un vieux livre, maintenant je ne me souviens pas de tout. Alors Sibylle, oui, il y a celle qui descend aux enfers, et d'ailleurs c'est un personnage poétique, un personnage qui est du côté des lettres. Peut-être que le destin de tout poète, c'est de descendre aux enfers, d'y voir les ombres, de ne pas en mourir d'effroi et de remonter à la surface pour
pour dire ce qu'il y a vu. C'est ce que fait Orphée, hein, le poète des poètes. Moi, ma thèse, c'est que Eurydice, il n'en avait rien à faire. Ce qu'il voulait, c'était aller voir les enfers et écrire dessus. Hein. Et après, de façon pas prosaïque du tout, enfin de façon pas comique du tout, des grands poètes comme Paul Celan, hein, poète des poètes au XXe siècle, un juif roumain rescapé de l'Holocauste, peut-être le plus grand poète du XXe siècle. Il était à Auschwitz et il a écrit sur l'enfer. Et donc on a voilà, beaucoup de grands personnages de la littérature et de la poésie qui doivent à un moment engager ce périple, cette catabase, descendre aux enfers, en enfer, en revenir et témoigner. Donc elle est peut-être de ce côté-là. Sibylle, elle est aussi, elle porte le beau prénom de cette sorcière burlesque qu'on a dans le tiers-livre de Rabelais. Hein. Dans le tiers-livre, Sibylle, c'est la devineresse, hein, qui lit l'avenir sur des feuilles de sycomore. Donc elle est associée à l'écriture, à la lecture aussi. Ironie tragique, il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Sibylle et qui, comme on vient de le rappeler, est du côté de la littérature. Et cette fille, elle a un appartement qui est tapissé de livres, et à chaque fois qu'il rentre dans la maison et la chambre de Sibylle où il y a des livres partout, vous pensez bien que sa libido, c'est encéphalogramme plat, avec elle il peut pas y arriver, hein. D'ailleurs ils ne vont jamais coucher ensemble, hein. Cette fille il peut pas, elle l'impressionne trop, et elle est très très attendrie par ce beau grand garçon qui est d'une beauté incroyable. Il est d'autant plus beau qu'il ne le sait pas, hein. Et elle a envie de le prendre dans ses bras et de lui faire un gros choutoudou et tout, et à la fois elle n'en peut plus de ce boulet, elle a honte de lui par moments face aux autres, voilà, et c'est une histoire donc d'amour qui est très compliquée, et ce couple incarne vraiment la honte de soi et de l'autre quand on est de part et d'autre confronté à cette tragédie de l'illettrisme. Alors après il y a d'autres personnages, il y avait Bébel. Alors Bébel, c'est un ami syndicaliste de Léo. Il est lettré aussi. Il est lettré aussi. C'est un compagnon d'infortune, mais lui, je me souviens plus. Qu'est-ce qui lui arrive à Bébel? Lui, il ne sait pas écrire. Il aimerait bien écrire dans le journal aussi. Il prête ses mots. Ils vivent différemment l'illettrisme en fait. Bébel l'assume. Oui, alors que, oui, c'est ça. Oh, vous voyez, j'ai oublié, j'ai pas révisé. Il y a plusieurs figures, voilà, d'illettrés. Il y en a un qui est fataliste, c'est ça. Bébel, il a renoncé. Il est plus âgé aussi que Léo, qui a encore l'énergie de sa grande jeunesse, et puis l'amour aussi, parce qu'il va vouloir réapprendre reprendre les cours du soir pour plaire à Sibylle. Donc, il y a un moment donné, quand vous écrivez un roman, il faut quand même essayer de nuancer les choses. Et voilà, il y a deux comportements différents par rapport à l'illettrisme. Il y en a un qui a lâché l'affaire, Bébel, et il y en a un qui va se battre. Par amour. C'est souvent d'ailleurs, les illettrés, c'est souvent des parents, des adultes qui, par amour pour leurs enfants qui sont scolarisés, vont s'y recoller pour pouvoir accompagner dans les apprentissages leurs enfants. Il s'agit d'un autre amour, ici, l'amour des parents pour les enfants, mais l'amour, c'est un moteur puissant. Et puis, il y a aussi quelque chose qui fait que, à un moment donné, même s'il échoue à la fin, on a parlé de la fin tout à l'heure, mais il va s'y coller, il va y retourner, Léo, et il va s'autoriser à retourner à l'école, c'est parce que il va, j'ai envie de dire rapidement, être débarrassé de sa grand-mère. Bon, il adore sa grand-mère, Mémé Adélaïde, qui dans le film de Jean-Pierre Améris est incarnée par Annie Cordy. C'était son dernier rôle, en plus, merveilleuse Annie Cordy, qui était une très bonne actrice. Et elle est analphabète, c'est-à-dire qu'à la différence de Léo, elle n'a jamais été confrontée à un alphabet, elle n'a jamais appris à lire et à écrire, mais c'est une vieille dame d'une autre époque, peut-être que au milieu du XXe siècle, on pouvait vivre plus facilement qu'aujourd'hui quand il y avait cette fracture-là.
Léo, lui, on l'a entendu tout à l'heure dans votre très bonne lecture, il est illettré, c'est-à-dire qu'il a été scolarisé jusqu'à 13 ans, il a été confronté aux exercices conjoints de l'écriture et de la lecture, il a appris son alphabet, il n'est pas analphabète, mais il a oublié, parce qu'il a été déscolarisé très tôt, les choses n'étaient pas profondément ancrées en lui, et l'écriture et la lecture, c'est pas comme le vélo ou la natation, ça peut s'oublier. Et un jour, dans la rue, il s'est rendu compte, puisqu'il faisait plus ses exercices régulièrement, il s'est mis à travailler très tôt pour gagner sa vie, il passait devant des grandes affiches publicitaires et il voyait des lettres flotter comme des dessins, mais il les reliait plus entre elles pour que ça fasse sens. Et voilà, il avait oublié, il a oublié. Et c'est pour ça qu'il va forer très très profond dans les strates de sa mémoire pour essayer, dans ce qu'on a entendu de votre lecture, essayer de se souvenir de bribes de mots pour remplir cette copie qui va être complètement blanche. Alors pour ça, il glane sur les lettres autour de lui, ce qu'il peut trouver, ce qu'il a écrit au Tipex sur la trousse de son voisin, ce qu'il a écrit sur le polo de du type du candidat en face de lui. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Il se fait piéger comme ça. C'est une série d'humiliations pour lui. Et il s'empêche d'autant plus qu'il a une grand-mère analphabète. Et que cette grand-mère analphabète, c'est elle qui l'a élevé. Elle l'a élevé, il l'aime profondément. Et il sent bien que quand il apprend à Mémé Adélaïde, qu'il entend retourner à l'école pour apprendre à lire et à écrire, réapprendre à lire et à écrire, il sent bien que Mémé Adélaïde, ça l'angoisse. Elle a peur de perdre son petit-fils. Et elle a insufflé à Léo peut-être une croyance spécieuse, redoutable, que peuvent transmettre les êtres qui vous aiment très très fort malgré eux. Elle lui a fait passer le message qu'il appartenait à une lignée d'analphabètes, il était donc illettré, on n'est pas loin, et qu'il allait pas pouvoir en sortir. Il y a un truc du déterminisme social, comme on peut l'avoir dans les romans naturalistes de Zola. On est dans un milieu ouvrier, alcoolique, de prostitution, Gervaise, Nana, on n'en sortira pas, ça n'est pas possible, on est déterminé. Il est petit-fils d'une analphabète, il pourra pas s'en sortir avec les mots. Et quelque part, il a un peu intégré ça, il s'autorise pas complètement, et puis en plus, il a peur de lui faire de la peine. Il a peur de lui faire de la peine. Et à un moment donné, à la différence de Bébel, quand il est donc débarrassé de sa grand-mère, cet élan qu'il a, c'est une force vitale merveilleuse qui montre le courage de ce garçon qui veut en découdre avec la fatalité, le déterminisme social. Et moi, pour le coup, en tant que professeur de lettres, d'accord, ma fiction se termine mal, mais dans la vie, je crois profondément, comme Jean-Pierre Améris, qui a fait un film lumineux qui proposait une ouverture, que le travail, l'espoir font que tout est possible. Et je crois que l'école de la République et le travail avec les mots, le langage, c'est la possibilité pour tous d'avoir un destin, d'être libre, d'être fier. Et ça, je le pense profondément, au fond. Donc voilà. Et par rapport à cette relation avec la grand-mère, et l'héritage, un certain héritage, je crois que voilà, les gens qui vous aiment le plus placent au-dessus de vos têtes, parfois, sans s'en rendre compte, des espèces de plafonds de verre que vous n'osez pas percer. Et moi, je peux vous parler, je vous disais tout à l'heure que je n'avais aucune imagination, et je peux vous confier quelque chose de très personnel qui vous prouvera que peut-être Léo, il m'est pas si étranger que ça. Alors, j'ai jamais été illettré, bien sûr, hein, mais j'étais pas une très bonne élève dans le secondaire. Et après, ça s'est plutôt très bien passé. Et en fait, mes parents, j'en parle dans un roman qui s'appelle autobiographique où je rends hommage à mes parents adoptifs, un roman qui s'appelle Chab ou la nuit. Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils m'ont adopté. Moi, je suis d'origine iranienne, voilà, et c'est une superbe adoption, ça s'est très bien passé. Mes parents sont morts, hein, je les ai perdus tôt, ils sont morts de maladie, mais ils ont été merveilleux. Mes parents, c'était des gens très intelligents, pleins d'amour, mais pas du tout des intellectuels. À la maison, il n'y avait pas de livres du tout.
Hein. Et vu que j'avais été adoptée par papa-maman et que ma mère était blonde aux yeux bleus, vous voyez, les gens trouvaient ça un peu bizarre en me voyant, et j'étais un peu embêtée et je voulais vraiment leur ressembler. Mes parents auraient ressemblé à une table en bois rouge comme ça, j'aurais voulu ressembler à une table en bois rouge. Et je pense que mon échec scolaire à un moment, c'était pour être comme eux en fait. Je m'autorisais pas à être, à les dépasser, à être une intellectuelle ou à être voilà. Et c'est quand mon père est mort, j'avais 17 ans, moi on me prédisait un avenir de vendeuse de fringues aux Galeries Lafayette. Hein. Je me souviens d'une rentrée scolaire où ma mère m'avait acheté des chaussures à talons et un tailleur sous le genou pour que j'apprenne à marcher. On avait dit ah là Cécile, votre fille elle est mignonne, elle présente bien, mais elle est un peu bête, hein, elle va pas faire d'études. Et mes parents qui avaient une grande confiance en la parole du maître, y ont cru et ils m'ont pas du tout soutenu. Je leur en veux pas, mais bon, là, ils ont un peu merdé. Et donc, je me suis retrouvée orientée dans une section qui me convenait pas du tout, technologique. En fait, j'étais nulle en maths. Et j'étais dans un lycée très, très élitiste. Et pour ne plus m'avoir dans ce lycée-là, en banlieue parisienne, ils m'ont orientée dans un autre lycée où il y avait des séries technologiques qui sont des très, très bonnes séries, mais pas du tout pour moi, parce qu'il y a plein de maths. Et donc, j'avais 19 en français et j'avais en gestion, j'avais moins 12, l'horreur. Et la prof de français va voir le proviseur en disant « Qu'est-ce qu'elle fait là, la Djali ? Elle aura jamais un bac techno, il faut la passer en littérature. » Alors, le proviseur, qui était un homme très dur, m'a dit « La Djali, tu vas en auditeur libre écouter tes petits camarades c'était A3 musique à l'époque, en section littéraire, et puis tu passes le bac français avec les A. » Et donc, j'ai eu des super notes au bac français. Là, les choses ont basculé. Et mon père, juste avant de mourir, j'ai pu lui dire que j'avais eu 16 et 16 au bac français. Et il pleurait et il m'a dit, ma chérie, avec maman, on s'est trompé. Voilà, tu vas y arriver. Et j'ai explosé vraiment en terminale. J'ai eu de très bonnes notes. Et après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à la Sorbonne, tout ça. Et 10 ans après, c'est maman qui meurt d'une maladie terrible en 3 mois. Et juste après la mort de ma mère, je publie mon premier livre, Éloge de la transmission, avec George Steiner. Et je suis persuadée que si papa et maman étaient là aujourd'hui, vivants, je ne serais pas à vous parler en ce moment. Je ne serais pas prof, je ne serais pas écrivain, j'aurais fait autre chose. Mais voilà, c'est très étrange. Et mes parents seraient là, ils m'entendraient, ils seraient très énervés. Ils diraient, mais comment tu peux nous reprocher de t'avoir empêché, on était de réussir à l'école. Ils étaient vraiment embêtés de voir que je me cassais la figure comme ça. Ils faisaient tout pour que ça marche. Mais il y avait un truc qui m'avait, je pense, recollé, un empêchement, un blocage qui inconsciemment, qui fait qu'il a fallu qu'il ne soit plus là pour que je me déploie. Alors je vous dis pas espérez, attendez que vos parents meurent pour que tout marche, mais parfois il y a des choses comme ça, très 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 étranges qui se passent au niveau de la transmission, des voix qu'on entend, de ce qu'on en fait, voilà. Donc cette relation Mémé Adélaïde et Léo, je la comprends bien en fait. Merci pour cette réponse très très touchante en même temps et très très claire. Voilà, Margot va revenir. Non, pardon, non, c'est tout à l'heure. Elsa, on va retourner un petit peu au cimetière, mais c'est pas le même passage, bien évidemment. Et c'est la question de la honte, hein, sur laquelle on était déjà intervenu. Oui, donc on revient au cimetière de Saint-Ouen. Je ne supporte pas ce mur, la vue de ce mur. C'est le mur d'un cimetière, un mur banal. Tu n'as qu'à passer devant sans le regarder et arrêter de faire des histoires pour tout. Je ne supporte pas ce mur, je te dis. Il est couvert de lettres, de messages. Pour les gens qui passent, il n'est pas un mur. Il est quoi alors ce mur qui n'est pas un mur? De la poésie pour les morts, une déclaration d'amour pour les vivants. Mais pour moi, il est un bloc de ciment gris. Une déclaration d'amour pour les vivants? Tu aimerais bien savoir en écrire une? Pour elle, hein? Tu me fatigues avec tes questions. Mais tu dois forcément te souvenir de quelque chose. Toutes ces phrases que tu avais apprises par cœur du temps de Marius et Lucille en écoutant tes cassettes. Je m'en souviens, un peu. C'est vrai,
Je peux lui dire des choses, mais pas les écrire. Dire, c'est déjà pas mal. Pourquoi écrire? Tout le monde écrit. Les vrais hommes, ceux qui dorment avec une femme, savent écrire. Non, vraiment, je ne supporte pas ce mur. Qu'est-ce que tu fais, espèce de malade? Je me frotte à lui. Tu sais bien que ça me calme. Tu ne vas pas recommencer. Pas maintenant. Ton visage. Pas ton front, ni tes joues. Regarde, tu saignes, tu es tout écorché. J'avais mal avant. Là, je me sens mieux. Je préfère la douleur qui se voit. Je viens de la faire sortir et maintenant, elle fait moins la maline. Elle ne peut plus tromper personne. Tu vas retourner voir François avec cette gueule. François, il s'en fout de ma gueule. Je ne pense pas. Il va te trouver inquiétant et même se fâcher, parce qu'un gars qui s'écorche la figure en rasant les murs, c'est flippant. Il ne me posera pas de questions. D'ailleurs, il est bien le seul qu'il n'ait pas besoin que je fasse ça pour la deviner, ma douleur. François, il comprend tout. Mais tu attends quoi des autres? Qu'ils te prennent en pitié? Pas besoin de leur pitié. Qu'ils saisissent à quel point tu souffres? Pas besoin de leur compréhension. Alors ça te sert à quoi de te faire du mal, de t'en les dire? C'est pas comme ça. Tu es fou. D'elle? Oui. Et tu crois qu'elle va t'aimer avec cette allure? Faudra. Tu veux qu'elle s'inquiète pour toi? Surtout pas. Mais qu'est-ce que tu cherches, imbécile? Je cherche. Quoi? À comprendre. En te fourrant la tête dans le mortier. Ma tête, elle est bonne à rien. Alors je suis juste capable d'entasser des mauvais souvenirs. Je les fais sortir. Je fais place nette pour avoir mal en dehors. Pas dedans. Je t'assure, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, on peut être surpris, effectivement, pour les gens qui ont vu le téléfilm adapté, qui finit un peu à un happy end, il faut le dire, par rapport à... Alors, je ne sais pas même si vous tuez le personnage, parce qu'il se laisse mourir. Vous avez composé avec ça, vous ne l'avez pas tué complètement. Vous avez fait en sorte qu'il se débrouille à mourir tout seul. Mais effectivement, oui. C'est pas n'importe quelle mort, hein. Il meurt d'inanition, il se laisse mourir de faim, c'est atroce, hein, dans son lit, il se bouge plus et il va se dissoudre, hein, même dans la lumière, je crois me souvenir à la fin. C'est le Léo fantôme, désincarné, sans substance, sans nourriture, parce que sans mots, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et il est tout seul dans ce lit qui n'aura jamais été un lit d'amour, hein, parce que jamais il aura même ne serait-ce qu'embrassé Sibylle. Hein. Donc oui. Okay. Donc on a une autre lecture. Alors oui, on a une lecture. Ça tombe bien, hein, parce que c'est le terrier maintenant, Margot. Il y a les autres et il y a Léo. Cette digue qu'il a placée entre lui et son entourage n'est pas de la timidité, mais plutôt la forme très particulière que prend sa honte. Un sentiment de peur diffus qui n'en est pas moins tenace, comme une nausée. Un malaise qui grippe son corps, des orteils, à la racine de ses cheveux, l'empêchant de se lever certains matins. Et s'il parvient à s'extraire du lit, il sait qu'il y aura ces 1001 situations dans la journée qui rappelleront l'invisible différence. L'incommensurable aliénation de soi à soi. Il voudrait aller sans trembler vers ceux qui ont les signes, les menteurs, les justes, tous ceux qui font le monde afin de trouver sa place parmi eux. Parfois il se dit qu'il pourrait accepter de jouer n'importe quel rôle,
même le plus ingrat, à partir du moment où la comédie le rendrait capable de lire la page d'un livre. Mais il est tout seul, contre une armée de soldats entraînés contre lui. Pour ne pas être repéré, il creuse des galeries sous la terre et abandonne dans un soulagement presque sincère ses contemporains à la surface, même s'il sait que seuls les hommes, sachant lire et écrire, sentent la caresse du soleil sur leur peau. Dans les dédales du souterrain, il a froid. Ses ongles sont noirs à force de creuser toujours plus profond. Il s'est installé près du centre de la terre plusieurs terriers à cause des éboulis. Au creux de ses alvéoles de boue, il fait si noir et si humide qu'il se dit que ceux qui racontent que le noyau terrestre ressemble à une boule de feu sont des menteurs. Mais là, au moins, il est tranquille. Ces derniers temps, il s'est senti cerné. Alors il est descendu à plusieurs centaines de mètres encore sous l'écorce terrestre, de peur d'être trouvé, battu, puis lynché. Il est un parasite. On extermine les gars comme lui. Et la terre ironique fut complice de sa détresse. Elle a été incroyablement meuble, comme si elle avait voulu l'engloutir, et que la disparition se fasse sans heurts, en silence, en l'absence de toute visibilité. Car certaines personnes, ayant encore un cœur qui bat dans la poitrine, auraient pu le prendre en pitié, lui dire avec des yeux très bons de ne pas creuser si profondément, qu'une solution allait sans doute être trouvée. Mais rien de tout cela n'est advenu. On l'a laissé faire. Le monde a été génialement indifférent. Dans sa nuit, dans sa glèbe, aucun mot. Seuls des vers, des racines, des formes molles, sans yeux, qui comme lui se nourrissent du noir et descendent toujours plus profondément dans un espace informe, sans bornes et sans temps. Il se perd dans cet infini. Le vide fait partie de lui. Il l'ingère, le mâche, le digère. Il creuse ses propres excréments. Et ce n'est pas gênant, parce que l'action s'accomplit dans le noir et que personne ne le voit. La puanteur est grande, l'aversion pour soi plus grande encore. Mais il continue d'avancer à travers le dédale des corridors qu'il a lui-même forés. Un jour, peut-être, tombera-t-il nez à nez avec un juge. À ce que l'on raconte, il en existe sous la terre de très puissants. Puis on le traînera devant un tribunal pour le condamner à mort, sans présomption d'innocence ni circonstance atténuante. S'il a de la chance, ce sera la perpétuité. Et dans ce cas précis, il n'y aura pas grande différence entre sa vie souterraine et celle sous le ciel, où quoi qu'il fasse ou dise, il reste exilé parmi ceux qui n'ont jamais été ses semblables. Une chose paraît cependant louable dans ce marasme. S'il y avait jugement, son existence dans le terrier serait reconnue. On statuerait et décréterait enfin que sa nuit existe. Ce serait une petite victoire sur l'indifférence et la douleur muette. Mais il lui faudrait aussi réfréner toute joie trop spontanée, puis renoncer à l'idée d'empathie ou de pitié, ayant pu motiver les philanthropes s'étant penchés sur son cas. Il n'aura été question que d'hygiénisme, concourant à renforcer l'impression de crasse qui couvre le corps et le cœur. Merci beaucoup. Alors on va rappeler l'horloge, le temps. Il était question du temps, du terrier, des juges des enfers. Bon, c'est vrai que le choix qu'on a fait des lectures est pas très gai quand même. Et bon, c'est vrai que c'est une tragédie. Ce roman est une tragédie. Et on va donner peut-être une note un peu plus gaie en demandant à Camille. Alors, vous l'encouragez beaucoup parce que Camille est très émue. Mais elle a vraiment, voilà, merci beaucoup Camille. Alors Camille va nous évoquer, on a évoqué l'adaptation du film, hein, on en parlera un petit peu après bien sûr, la question de l'adaptation et de la lecture par d'autres voix de votre œuvre, et donc ce regard un peu positif finalement qui aurait pu permettre à Léo de s'en sortir, c'est incarné par le personnage de François et d'un dialogue entre Léo et François. Merci beaucoup Camille.
Vous ne filmez que la nuit? Oui. Et même les quelques films tournés de jour, les gens croient que je les ai faits la nuit. Ils sont cons. Pourquoi ont-ils cette impression? À cause de ma façon de montrer les choses? Obscure? Très obscure ma façon. Je la tiens d'un artiste de la lumière noire. Un copain japonais, Tetsuo Nagata. Au lieu d'éclairer le bougre, il enlève du jour. Il creuse l'image, il ajoute du noir. Il travaille à l'envers. J'aime bien les coupes sombres. Allez, dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'elle t'apprend cette fille, le soir à 18h? Elle m'apprend à lire, à écrire aussi. J'en étais sûre. Ça se voit tant que ça? Oui. À quoi? Tu regardes mieux les autres. On est pareil, toi et moi. C'est gentil. Je ne suis pas un gars gentil. J'ai plusieurs rushs de toi et ta copine. Quand tu les auras vus, tu auras peut-être plus envie de me causer du tout. Elle s'appelle comment ta copine? Sibylle. Elle porte un nom de magicienne. Je ne savais pas. C'est dans Rabelais. Un type que j'adore. On a le même prénom. François Rabelais. Alcofribas Nazier, pour les initiés. Alcofribas Nazier? Panique pas. C'est un anagramme. C'est son nom, avec les lettres dans le désordre. Un peu comme s'ils avaient remué dans un shaker. Je me demande si Sibylle m'aime. La réponse est écrite sur la pellicule du film que tu viens de voir. Vous pensez que quand je saurai lire, je serai un gars meilleur? Peut-être, peut-être pas. Faut se méfier des mots. En faire bon usage. Les aimer. Sinon, ils se vengent. J'en connais pour qui ça a très mal tourné. Vous me raconterez? Quand ce mal de crâne m'aura quitté, promis, je te raconterai. Moi, j'aimerais entendre Baptiste. On va faire une belle transition. Merci beaucoup, Camille. Vraiment, merci. C'était très précieux de t'entendre. Et tes camarades aussi, mais je sais qu'il y avait un peu plus d'émotion en ce qui te concerne. Et vraiment, bravo, hein, tu as fait quelque chose d'extraordinaire ce matin. Je vais appeler Baptiste à nouveau. On change un petit peu, si vous me permettez, parce qu'on a commencé avec l'art de la conversation. Et dans le passage du terrier aussi, les questions de vers et de racines. Et bien évidemment, l'ancien professeur de lettres que je suis ne peut pas ne pas penser qu'il y a une intention cachée derrière le propos de l'auteur, et ça donne un petit peu d'espoir, même si Racine est plus connu quand même pour ses tragédies que ses comédies, bien évidemment. Mais voilà, il y a la question du par cœur, et là on va peut-être faire une transition à un autre de vos ouvrages qui est plus ancien, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est Mauvaise langue, et dans lequel donc vous évoquez la question du par cœur, et donc on va demander à Baptiste de lire un extrait de ce chapitre. Si j'accorde une place prépondérante au par cœur, c'est parce que je nourris la conviction que la mémoire des textes est ce qui structure notre être en profondeur jusqu'à la mort. Les exemples d'hommes ou de femmes ayant survécu dans des conditions extrêmes grâce au souvenir d'un texte appris par cœur à l'école et qui, le temps de la récitation, les aida à se détourner de l'enfer, sont aussi nombreux que bouleversants. Primo Levi ne devint pas fou à Auschwitz parce qu'il récita à son ami Piccolo des vers entiers de l'enfer de Dante, l'enfer poétique se substituant le temps d'un cauchemar éveillé à l'enfer du camp. On peut aussi citer l'exemple de cette Russe, professeur de littérature anglaise dans le Caucase à l'époque de Brejnev, qui fut condamné à 3 ans de cachot sans lumière ni papier à la suite d'une dénonciation. Sa prodigieuse mémoire lui permit sans doute de rester en vie. Elle connaissait par cœur les 38 000 vers du Don Juan de Byron, texte canonique en Russie depuis Pouchkine. Le temps de sa réclusion, elle se dicta à elle-même une traduction de l'anglais vers le russe. Aveugle à sa sortie de prison, elle fit part de cette traduction à ses étudiants. Elle demeure la meilleure que nous possédions aujourd'hui. Le professeur est ressorti de prison aveugle, mais en vie. On sait aussi que les malades atteints de la maladie d'Alzheimer, bien que ne reconnaissant plus leurs propres enfants en phase terminale, sont capables de réciter des déclinaisons latines ou encore des poésies dont le souvenir remonte à l'époque de l'école primaire.
Ainsi, le texte de l'autre est cousu sur notre peau. Il sculpte notre être. Connaître par cœur, n'est-ce pas avoir dans le cœur à jamais ? Alors, le par cœur, je vais laisser aussi, bien sûr, Stéphane me poser des questions. Le texte écrit sur la peau, ça me fait penser aussi à... Alors, en lisant votre illettré, Mauvaise langue, je n'y avais pas pensé, mais à Balzac et la petite tailleuse chinoise, où les deux personnages ont trop de mots, ils sont obligés de cacher les livres dans une valise, parce que c'est la révolution culturelle en Chine, et il vaut mieux éviter de montrer qu'on est trop cultivé, trop lettré. Et donc ils écrivent notamment Balzac. Je crois que c'est le père Goriot qu'ils écrivent sur la peau, sur le cuir d'un vêtement. C'est un passage extrêmement touchant aussi pour ces questions. Alors le par cœur, vous en êtes où? Alors ça, c'était en 2007. La question du par cœur, elle a toujours été controversée en éducation. Effectivement, il y a la constitution d'une mémoire et l'ossature, hein, j'aime bien l'idée d'ossature, mais en même temps, il peut y avoir un par cœur un peu désincarné, donc là, on est en tension sur ces questions-là, un par cœur qui donne des mots vides de sens. Est-ce que votre regard sur le par cœur a évolué depuis ? Non, pas du tout, je suis toujours pro par cœur. Évidemment, avant de demander à des élèves d'apprendre un texte par cœur, ce texte, on va l'expliquer. Hein, il faut qu'ils le comprennent parfaitement, il faut qu'ils se l'approprient. Je ne dis pas prenez le sonnet de Baudelaire pour la semaine prochaine par cœur, sans expliquer à une passante correctement ce qui s'y passe, les enjeux, la musique, l'histoire. Sinon c'est idiot, mais si j'insiste autant sur le par cœur, c'est parce que j'ai vu que les élèves en fait adoraient ça. Après ils sont hyper fiers entre eux, il y a des petites battles comme ça dans les couloirs du lycée, ils récitent par cœur telle ou telle tirade de Don Juan ou tel poème de Verlaine, et il y a des petits concours comme ça entre eux, donc ils ont une fierté à le faire. C'est un jeu aussi entre eux, qui leur donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et puis après, moi en tant que professeur de lettres qui essaye de leur donner les mots et de leur apprendre à écrire correctement, je me suis rendu compte que après le passage sur la scène, parce que souvent je les fais monter sur scène et ils jouent du théâtre, donc ils apprennent par cœur leur rôle, et il faudrait que j'ai le temps de faire une étude là-dessus, presque scientifique, dans leur composition française, dans leur rédaction, je retrouve dans leur syntaxe, dans leur lexique, dans leur façon de tourner les phrases, le souvenir du texte appris par cœur. Je me dis, ah la vache, là ils nous font du Balzac, là c'est le souvenir de telle ou telle tirade, tel ou tel poème. J'en suis absolument convaincue, parce qu'avant d'être passé par le par cœur, ils n'écrivaient pas comme ça. Donc il y a le surgissement dans le texte personnel de l'élève, le souvenir d'une syntaxe, d'un lexique impeccable, appris par cœur. Et de toute façon, on est tous comme ça des millefeuilles, hein, une superposition, un palimpseste de textes. Les écrivains, les premiers, hein, en fait, dans chaque roman écrit, il y a le souvenir de ma bibliothèque. Hein. Tout à l'heure, on lisait Le Terrier. C'est évident qu'il y a les souvenirs du souterrain de Dostoïevski dedans. C'est évident aussi, Léo est un parasite et on veut l'exterminer, c'est la métamorphose de Kafka. Voilà, chaque page, il y a 10 bouquins qui sont planqués entre les lignes. Et il n'y a pas que les écrivains comme ça. Vous êtes formés, votre ontologie, votre être de chair, votre être, et le souvenir de vos lectures et des mots des autres. Et voilà, autant qu'ils soient magnifiques. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Et puis quand on connaît les élèves et quand on est sur le terrain et dans la réalité de la classe, je ne comprends pas qu'on ne soit pas d'accord avec ces choses de bon sens là. Voilà, le par cœur, il paraît que c'est pas bien. Non, je trouve ça
pour les raisons que j'ai essayé de formuler là, je trouve ça très bien, mais encore une fois, le texte qu'on apprend par cœur, on l'a expliqué avant. Sinon, c'est débile. Mais ça ne nous vient même pas à l'idée de le faire. Enfin, je sais pas. Pour moi, je vois pas pourquoi c'est un problème, en fait, le par cœur. Vous avez parfaitement répondu. Dans ce métier, il n'y a que des problèmes partout, et en fait... J'évoquais des tensions. Non pas un problème, mais des tensions. Merci beaucoup. Alors, moi j'avais des questions sur 2 registres. La première, c'est en amont de ce par cœur, c'est la question de la première rencontre avec le texte. Donc j'ai envie de citer 2 petits passages de Mauvaise Langue. Tenter quelque chose, car j'ai le sentiment que ce qui écrase un peu, ce qui dépasse, enseigne. Et c'est de ce vibrato perçu au moment d'une première lecture, un peu effrayé, dont on se souviendra encore très longtemps, après avoir refermé un livre. Et il y a une deuxième citation. À l'université, la plupart de mes étudiants ne lisent pas les œuvres, mais des livres à leur sujet. Le métalangage supplée à l'authentique chant du texte d'auteur. Voilà. J'aimerais qu'on revienne à cette première rencontre. Voilà. La première rencontre, elle est parfois effrayante. Personnellement, je suis écrasée par Flaubert, par Proust, par Milton. Et alors, rien ne remplace... donc je dis personnellement, mais ça vaut évidemment pour les élèves et peut-être encore plus, parce que moi j'ai encore plus les clés qu'eux. Mais même moi, même nous ici, hommes et femmes de lettres, évidemment qu'on est impressionnés par les grands textes. Mais rien ne remplace le choc extraordinaire de la première rencontre, avec de toute façon une œuvre éblouissante qui va nous écraser un peu. Et ce choc-là, il ne faut pas le refuser aux enfants. Il faut les confronter à ça, les accompagner, leur dire de ne pas avoir peur. Vous savez, moi je me souviens du jour où j'ai appris à nager, où j'ai su nager. En fait, je buvais un peu la tasse, il y avait mon maître nageur qui m'avait foutu dans le grand bain, la piscine, on aurait dit un océan, j'ai cru que j'allais crever, et j'avais plus ma petite bouée, là, j'avais 6 ans, il avait une grande perche en fer pour me pousser comme ça et éventuellement me rattraper avec le crochet au cas où je coulerais. C'était affreux. Je buvais la tasse, j'avançais comme une grenouille et tout. Et le mercredi d'après, parce que mes cours avaient lieu le mercredi d'après, il m'a remis dans le bassin et là, je nageais comme ça. Très bien, de façon très fluide. Et en fait, tout s'est passé le jour où il m'a balancé dans le grand bain, où j'ai cru que j'allais crever. J'allais me noyer, mais en fait lui il était là avec sa grande perche et évidemment je me suis pas noyée et c'est là que j'ai appris à nager. Et je crois que ces rencontres avec les textes qui nous dépassent, qui sont des océans dans lesquels on fait de la brasse coulée, c'est des moments très très importants pour nos vies. Et on va se souvenir de ce choc intellectuel, de ce choc esthétique, avec quelque chose qu'on n'a pas complètement maîtrisé, qu'on n'a pas complètement compris, qui nous a fait peur, mais qui va profondément nous marquer. Et puis de toute façon, ce qui est beau, c'est très difficile. C'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza, hein, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de texte littéraire facile. Souvent on dit mais qu'est-ce qu'on pourrait donner aux élèves pour que ce soit facile? Je suis désolée, quand on est en littérature, c'est pas facile. C'est toujours difficile parce que c'est beau et ça demande un peu de courage, un peu de concentration, de l'huile de coude. Et c'est au professeur d'être cette courroie de transmission entre le texte si impressionnant et l'élève, reformuler presque à l'infini les choses, donner les synonymes, le lexique, rendre accessible. C'est très facile d'écraser quelqu'un avec la culture. Hein. Un beau grand livre, ça peut être un véritable bottin, un annuaire téléphonique. Bon, je sais, il n'y en a plus maintenant, mais bon, vous voyez l'image avec lequel vous assommez l'élève. Non, on est, nous, les profs, de l'autre côté du bureau, c'est très facile d'humilier avec ces textes-là.
C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est, je le répète, d'être cette courroie de transmission entre le grand texte et ces enfants qui sont en train d'apprendre, qui sont pas sûrs d'eux. Et si on fait bien le travail de maître, mais c'est assez fatigant, hein, et ben ils vont avoir accès au plus beau, au meilleur, et voilà. Et j'ai jamais rencontré un élève qui regimbait devant un grand texte. Et au contraire, ils nous demandent ça. Ils veulent qu'on les... C'est ce qu'on disait tout au début de la rencontre. Ils veulent qu'on les conduise ailleurs, qu'on leur resserve pas la soupe tiède de tous les jours. Moi, je me souviens quand même, j'avais fait un jour une conférence il y a longtemps à l'UNESCO, je sais pas, pour des propos comme ceux qu'on tient aujourd'hui. Et puis, je me souviens je suis désolée, monsieur l'inspecteur, mais d'un inspecteur de l'éducation... Ah non, c'était un directeur du UFM à l'époque, c'était pas vous, qui me disait que j'étais... C'était pas un inspecteur, c'était un directeur du UFM, du temps où ça existait, les UFM, et il me disait, oh, quand même, c'est un peu de la provocation, Cécile, vous êtes quand même très élitiste. Je dis, non, mais tout ce qui est beau, c'est difficile. Donnez-moi l'exemple d'un texte littéraire, hein, facile, enfin, si ça existe. C'était une question rhétorique, pour moi, c'est toujours difficile quand c'est... Bon, bref. Et la dame, c'était une dame, je me souviens pas de son nom, mais elle me dit, on peut travailler sur des bandes dessinées, sur Titeuf, par exemple. Je vous jure. Je ne dis pas que c'est pas bien, Titeuf. Moi, je ne le dis pas, hein, mais ça doit être très bien, c'est autre chose. Mais on n'est pas là pour ça. Et quelqu'un aussi dans les lambris dorés de la rue de Grenelle qui me disait que j'étais par trop élitiste et qu'il fallait passer pour la poésie par un contre-langage. Et cette personne, très bien attentionnée, d'évoquer... des arts qui sont magnifiques, mais qui n'ont pas à être dans ma salle de cours, le slam, le rap, pour les amener à la poésie. Si je m'amuse à faire ça, déjà je ne connais pas, donc ce serait malhonnête. Si je m'amuse à faire ça, je piétine sur les plates-bandes des élèves et ils vont détester, parce que c'est leur chose, c'est leur univers. À la rigueur, on en parle en toute amitié après, mais moi je suis là pour les emmener ailleurs et pour leur parler de textes et d'œuvres dont ils n'auraient jamais entendu parler sans moi. Notre travail de professeur responsable à qui ces consciences en formation sont confiées, c'est de les emmener autre part que là où ils ont l'habitude d'évoluer et de ressentir. Je ne suis pas en train de dire que le rap et le slam, c'est pas bien. Mais quand même, je trouve qu'il y avait, dans les propos de ces gens qui me donnaient des bons conseils, je trouvais qu'il y avait une condescendance quand même épouvantable. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas très forts quand même, ils ne sont pas très bons, donc il faut des trucs à leur niveau. Mais monsieur, madame, vous savez très bien qu'on vit dans un monde de reproduction des élites et que si moi je leur parle rap et slam en cours et qu'ils vont comme ça à l'oral du bac, ils vont au casse-pipe. Parce qu'au bac, il paraît que le niveau baisse. Moi, je fais passer le bac tous les ans. Je trouve que le niveau, il ne baisse pas, que les listes sont magnifiques, que les programmes maintenant avec des œuvres comme à l'agrégation, hein, des œuvres imposées, c'est drôlement balèze et très très bien. Hein. Donc on vit dans un monde de reproduction des élites et le niveau exigé est élevé. Et donc je trouve ça assez terrible. Et je peux raconter une anecdote aussi, mais à dresser les choses sur la tête, bon, ça va vous faire rire, hein. Mais on est entre nous. Hein. Je me souviens il n'y a pas que la dame de l'UFM, il n'y a pas que la dame, c'était aussi une dame des lambris dorés de la rue de Grenelle, il y a pire. Il y a bien pire, le pire du pire. C'est bon ça, je veux dire. C'était il y a quelques années, au moment du Salon du Livre. Les troubadours comme moi doivent divertir le prince, et on était 5, vous m'ayez venir avec mes gros sabots, on était 5 écrivaillons comme moi, troubadours, et puis profs aussi, les deux, invités à midi à l'Élysée. Alors, je ne vous dis pas sous quel règne c'était. Hein. Et je raconte, à l'Élysée, donc, j'étais comme ça, on était autour de la table, on attend que le monsieur arrive, et on avait tous préparé un petit truc, il faut aller très très vite, parce que bon, voilà, il n'a pas beaucoup de temps, et puis on a des messages à faire passer. Et moi, j'avais préparé quelque chose, il nous disait de lui parler de l'école, de l'importance de l'écriture, et moi, j'avais une anecdote à donner, j'en ai parlé avec les amis collègues de lettres tout à l'heure, je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc je vais y aller là. Donc je raconte au monsieur
qu'en Seine-Saint-Denis, au lycée Louise Michel à Bobigny, alors c'est un lycée qui est au bout de la ligne 5, terminus métro Pablo Picasso. Hein, donc c'est collé à Paris et les élèves scolarisés à Louise Michel à Bobigny, ils sont à 10 minutes Paris-Centre. Hein. Donc je suis avec mes élèves de Bobigny à Louise Michel et c'est le printemps, ils sont amoureux, ils sont là à tenir les murs sous leur tour, leur barre d'immeuble et je leur dis pourquoi vous n'allez pas vous prendre la ligne 5, là vous êtes très vite à Paris-Centre, il y a un super jardin qui s'appelle le jardin du Luxembourg, il fait beau, c'est le printemps, Et oh non madame on n'y va pas, mais pourquoi vous n'y allez pas? Parce que on n'ose pas. Alors, moi je croyais qu'ils n'avaient pas de sous, qu'ils ne pouvaient pas se payer le Starbucks ou le McDo. Non madame c'est pas les sous, hein, c'est que on n'a pas les mots et puis on a notre accent, je ne vais pas vous le faire, hein, du 9-3 et wesh tout ça, et quand on parle on se moque de nous, donc on reste là, on tient les murs. Et là j'étais désespérée parce que mes élèves étaient en train de me dire qu'à défaut de mots, c'est ça que je raconte au monsieur à toute allure, un peu complètement stressé, à défaut de mots, les élèves se ghettoisent linguistiquement. Hein, et ils deviennent ce que Platon appelait les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas le grec de l'académie, qui ne vivent pas dans Athènes, la cité, mais à l'extérieur. Et à l'heure des communautarismes, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est ghettoisation de groupes d'humains qui vont être entre eux à différents endroits et pas se rencontrer, à l'heure des communautarismes, c'est ultra grave. Et donc j'avais des élèves qui, à défaut de mots, parce qu'ils étaient complexés, parce qu'ils ne parlaient pas d'après eux assez bien, ils avaient placé une ligne une imaginaire entre leur monde et Paris, et ils passaient pas la barre du périphérique. Et moi, je disais au monsieur, voilà, mais ce qu'il faut, c'est que nous, les professeurs, nous leur donnions suffisamment de mots pour qu'ils passent cette barre du périphérique, qu'ils envahissent la cité, et puis, eh bien, monsieur, qu'ils prennent votre place, hein, par exemple, un jour, qu'ils aient le pouvoir. Alors, il a rigolé, il m'a dit, mais ils ont leur langage quand même, il faut respecter. Et c'est là que je lui dis, mais monsieur, mais écoutez, vous savez... Alors, lui, il me faisait le coup du rap, du slam aussi, mais du rap et du slam. Mais il le disait, c'était gentil, il pensait bien faire. Mais le problème, c'est que nos élites et le terrain, ils ne communiquent pas. Donc nous, justement, les profhaillons, on fait le lien, on explique, monsieur, c'est pas ça qu'ils veulent, les gamins, ils veulent autre chose. Mais il en démordait pas. Il pensait qu'ils ont leur langage, et il faut en classe, les caresser dans le sens du poil. Moi, je pense que je lui ai dit, et après j'ai arrêté parce que c'était à mon autre copain troubadour de parler, je lui ai dit, écoutez monsieur, je pense que toute formation, c'est une déformation, et il faut qu'on travaille contre à un moment donné, pour justement permettre cette rencontre de l'altérité, que les enfants connaissent autre chose que eux-mêmes et leur vie. Il n'y a rien de pire que le dialogue entre soi et soi. Hein. C'est ce que vit Léo. Hein. Ça rétrécit comme peau de chagrin l'espoir et l'humanité dans ces cas-là. Rencontrer autre chose pour pouvoir un jour faire un choix. Quitte à dire, moi, ce qu'elle me raconte, la Djali, Rimbaud, Verlaine, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais comme par hasard, quand les élèves ils savent que tout ça, ça existe, c'est ça qu'ils choisissent. C'est ça qu'ils choisissent. Seulement, eux, ils ont eu le choix à un moment donné. Et on est en train de fabriquer, avec des discours d'une condescendance scandaleuse, on est en train de fabriquer des poches comme ça, où les gens vont rester entre eux, où tout va sans dire, où ça ne va pas être utile de déplier une syntaxe pour aller vers l'autre, celui qu'on n'aime pas, et rencontrer l'altérité. Et c'est terrible à l'époque où on vit et où il y a de plus en plus de groupes de communautarisme, et ça c'est très grave. Et donc au plus haut niveau, parfois il faut une vraie discussion parce qu'ils comprennent rien de ce qui se passe, quoi. Et bon, voilà, c'est une anecdote, hein, mais moi je me permets de prendre la parole comme ça face à vous que parce que c'est des choses de terrain que j'ai constatées. Voilà, je n'ai pas des théories très élaborées, mais c'est parce que je bosse sur le terrain et je vois comment ça se passe, comment certains pensent et ce que demandent les élèves. Parce que les élèves, ce qu'ils demandent éperdument, c'est la beauté, c'est l'exigence, c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure. Et l'autorité que j'avais, moi, quand j'ai commencé à être prof, on me prenait pour une élève. J'avais des grands gaillards comme ça. Et l'autorité que j'avais, je venais juste d'avoir mon concours, je la tenais des auteurs. C'est le même mot. Hein, et voilà.
Et ça n'a jamais posé de problème, bien au contraire. Donc voilà. Donc le monsieur. Je ne sais pas si c'est... On ne saura pas qui c'est. En tout cas, on sait que ça n'était pas une femme. C'était pas une femme, ça c'est sûr. Non, c'était pas une femme. Ça va pas nous aider pour deviner, mais bon, c'est pas grave. Peut-être. Bien, je crois que ces entretiens vont s'achever. Ouais. Tu voulais poser... Ouais, j'avais une dernière petite chose. Une dernière question, mais peut-être... oui, je crois midi. que... Voilà. D'accord. Oui, c'était une citation. C'est le pragmatisme des jours prévaut sur la gratuité du rêve. Voilà. Donc c'était cette citation que je voulais creuser parce que souvent on a une approche un peu fonctionnelle, instrumentale de la langue. Et je voulais... et surtout en formation d'adulte, dans la remédiation. Et curieusement, il se peut que certaines pédagogies, peut-être appelées à tort du détour, soient curieusement centrales pour ces publics-là. Et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, mais on va peut-être abréger. Voilà. Et hélas. 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 Merci beaucoup pour votre générosité. C'était vraiment un plaisir pour nous d'animer ces entretiens qui animer, c'est mettre une âme, hein, mettre un souffle et animer aussi par la lecture de Margot, Elsa, Baptiste, Camille et Nolan, que je remercie, que nous remercions encore et que nous félicitons parce que c'est pas facile ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vraiment. Merci beaucoup à vous.